Leur sourire figé, leurs mouvements parfaitement synchronisés, c'était comme s'ils obéissaient à un ordre invisible, comme s'ils étaient conditionnés. C'était l'année dernière, et depuis, ce moment étrange ne cesse de me trotter dans la tête. Un matin, je me suis arrêté à une station-service pour faire le plein et acheter une boisson énergisante. En sortant, j'ai tenu la porte à une femme qui venait d'arriver. Elle avait un style qui sortait vraiment de l'ordinaire, de longs cheveux verts électriques, rasés d'un côté, et un pantalon multicolore à rayures si vives qu'il semblait presque vibrer à la lumière du jour. C'était le genre de style qu'on ne peut pas oublier. Je n'y ai pas pensé plus longtemps et suis monté dans ma voiture. Je n'étais qu'à 2 minutes de route. Aucun feu de circulation ne m'a arrêté, il n'y avait pas de circulation dense, juste une ligne droite jusqu'au magasin le plus proche. Je voulais prendre un bagel et des trucs pour mes chiens. En arrivant, je me dirige vers l'entrée et, à ma grande surprise, quelqu'un me tient à la porte. Je lève les yeux et c'est la même femme que celle de la station-service, même cheveux verts éclatants, la moitié du crâne rasé, et ce même pantalon coloré. C'était exactement elle. Je suis resté planté là un moment, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire. Je l'avais clairement vu passer devant moi et entrer dans la station-service. Il m'était impossible de l'imaginer payer à la caisse, sortir, démarrer une voiture, que je n'avais même pas remarqué, me dépasser, entrer au magasin avant moi, passer commande et récupérer son sac de nourriture en si peu de temps. Pendant plusieurs jours, l'événement m'a hanté. Les explications rationnelles ne tenaient pas, alors une hypothèse plus profonde s'est imposée. Et si la réalité était en quelque sorte simulée, comme un gigantesque programme informatique? Dans cette vision, il serait possible que nous interagissions avec des entités qui ne seraient pas réelles dans le même sens que nous. Des personnages non-joueurs, ou PNJ, conçus simplement pour occuper l'espace et remplir le décor de notre quotidien. La matrice pourrait avoir des limites et des contraintes. Avec l'augmentation constante de la population humaine, il se pourrait que la simulation manque de ressources. Pour compenser, elle commencerait alors à recycler les assets, ces modèles de personnages, de manière plus fréquente, sans prendre le temps de créer de véritables personnalités uniques ou de varier les détails physiques. La matrice fonctionnerait avec un nombre limité de personnages, qu'elle réutiliserait encore et encore, au point de rendre ces derniers de plus en plus génériques. Cette hypothèse expliquerait pourquoi certaines personnes semblent si étrangement similaires. On dirait qu'il existe un modèle de base, légèrement modifié, mais sans réelle profondeur. Parfois, les individus croisés dans la rue ont des comportements qui paraissent programmés, ou un regard vide. Ces entités ne disposeraient que du strict minimum pour interagir avec nous, sans le supplément d'âme qui fait la différence entre un être humain réel et une simple copie. Ce jour-là, la matrice n'a pas réussi à charger suffisamment vite un autre personnage. La femme aux cheveux verts a été utilisée pour occuper 2 endroits à la fois, comme si la simulation s'était retrouvée à court d'options. Elle n'était peut-être qu'un modèle réutilisé, une actrice de fond déplacée d'une scène à l'autre. Ce n'était pas un hasard, mais un signe que quelque chose cloche dans la réalité. Depuis cet incident, d'autres anomalies se sont manifestées. Des gens croisés à un endroit semblent réapparaître, identiques, ailleurs, comme des fantômes sans conscience propre, juste là pour occuper l'espace. Des conversations paraissent creuses, comme si elles suivaient un script déjà entendu. Les visages, quant à eux, semblent se fondre dans la masse, sans trace d'individualité. La simulation atteint peut-être une limite, un point où les ressources commencent à manquer, et pour maintenir l'illusion, la matrice réduit la diversité de ses personnages. C'est comme un tour de passe-passe, où l'on nous présente les mêmes visages, les mêmes attitudes, espérant que nous ne nous rendions pas compte de la supercherie. Le monde continue de tourner, mais dans ces moments de lucidité, il devient évident que la réalité elle-même semble se simplifier. La matrice, incapable d'offrir un monde aussi varié que nous le croyons, semble abandonner progressivement la complexité. Elle ne manque pas d'imagination, mais elle manque peut-être de ressources pour nous présenter ce que nous croyons être une réalité aussi diverse que ce qu'elle prétend être. J'ai cette idée qui tourne en boucle dans ma tête depuis un moment. Avant tout, il faut considérer la nature exacte de cette matrice dans laquelle nous vivons. Pour l'instant,
imaginons qu'elle fonctionne comme celle du film Matrix, et ce sera la dernière fois que j'évoquerai le film, car je n'en ai qu'un vague souvenir. Cela impliquerait que nos véritables corps se trouvent ailleurs, pour une raison ou une autre, et que tout ce que nous vivons ici n'est qu'une simulation. À mesure que la population sur cette planète continue de croître, on pourrait se demander si le monde extérieur, où nos corps réels sont stockés, doit lui aussi s'étendre. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si, au lieu de cela, l'entité responsable de nous maintenir en vie et de gérer cette simulation ne voulait pas élargir ses infrastructures physiques et ses zones de stockage? À la place, elle aurait programmé des algorithmes capables de créer des simulations entières de personnes, juste pour combler les espaces vides. En tant que personne avec un cercle d'amis assez restreint et soudé, je me pose souvent la question de ce qui me lie précisément à mes amis, et pas à d'autres. Parfois, je rencontre quelqu'un et je me dis que cette personne n'est pas si différente de moi ou de mes proches. Pourtant, pour une raison que je ne parviens pas à définir, cette personne semble manquer de profondeur, de cette étincelle que je ressens chez les autres. C'est comme s'il leur manquait quelque chose, un certain type de ressenti ou d'authenticité que je ne parviens pas à expliquer. Et, sans raison particulière, je ne vais pas plus loin dans cette amitié potentielle, alors qu'il n'y a aucune raison logique à cela. Ensuite, il y a ces personnes dont on entend parler dans les récits de Glitch, qui apparaissent avec des avertissements vagues et cryptiques, mais qui finissent par se réaliser plus tard. D'où viennent ces gens? Comment peuvent-ils savoir ces choses? En tant que membres de cette communauté, nous sommes souvent plus sensibles à la réalité, plus enclins à remarquer des anomalies, et plus susceptibles de reconnaître si nous avions eu une sorte de prémonition. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous aurait fait part d'une vision de l'avenir, vous aurait donné un avertissement étrange, puis aurait disparu sans laisser de traces? En dehors de ces avertissements cryptiques, il y a de nombreux récits où un individu se comporte de manière inhabituelle, puis disparaît pour ne plus jamais réapparaître. Parfois, on pourrait dire que cela provient d'une collision avec un univers parallèle ou d'une vision du passé ou du futur, mais il y a des moments où aucune explication ne semble tenir la route. Peut-être que ces gens sont eux aussi un type de PNJ, une intelligence artificielle dotée de capacités spéciales leur permettant de faire des choses qui nous échappent. Je sais que tout cela peut paraître un peu farfelu, mais si l'on part du principe que la vie elle-même est une simulation, qui peut dire que certaines personnes autour de nous ne font pas partie de cette simulation? Peut-être que certains individus ne sont pas vraiment réels de la même manière que nous, mais qu'ils existent pour nous guider, nous tester ou nous pousser dans une certaine direction. Je crois que le film Matrix abordait un concept similaire, mais encore une fois, je n'en suis plus très sûr. Peut-être que ce ne sont pas des individus au sens propre, mais plutôt des variables intégrées dans le code de cette réalité, programmées pour interagir avec nous, simuler une présence humaine sans en être véritablement. Peut-être qu'ils ne sont là que pour maintenir l'illusion d'un monde plein, en nous entourant de figures sans âme ou sans réelle conscience, juste des marionnettes placées pour nous faire croire que cette réalité est aussi remplie de diversité et d'individualité que nous le pensons. Je suis un adolescent japonais plutôt ordinaire. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu, tout au long de ma vie, des rencontres étranges avec des gens tout aussi singuliers. Que ce soit à cause de leur apparence, de leur comportement ou même de la manière dont ils se présentent, ces rencontres ont toujours quelque chose d'inexplicable. Elles peuvent survenir à quelques jours d'intervalle ou être espacées de plusieurs mois, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ces gens ont délibérément cherché à me rencontrer. Ma dernière expérience s'est produite en rentrant de l'école. Je marchais sur le chemin habituel, les yeux rivés sur mon téléphone, prêt à envoyer un message à un ami que je devais recevoir chez moi plus tard dans la journée. J'ai levé les yeux un instant, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu, un jeune homme, qui semblait avoir une vingtaine d'années, marchait dans ma direction, à quelques mètres seulement de moi. Ce qui m'a troublé, c'est qu'il n'y avait aucune raison que je ne l'ai pas vu plus tôt. Le chemin devant moi était droit et dégagé, et même si j'avais été absorbé par mon téléphone, j'aurais dû le remarquer de loin. Pourtant, il apparaissait soudainement au milieu du chemin, comme s'il avait jailli de nulle part. Il avait les cheveux bruns foncés, un peu ébouriffés mais plutôt bien coiffés, et des yeux d'un vert profond. Son style vestimentaire était basique, décontracté, parfait pour un jour d'été. Mais le détail le plus frappant était ce qui ressemblait à une marque ou un tatouage, une ligne noire qui partait de son menton gauche et disparaissait sous son t-shirt. Arrivé à ma hauteur, il m'a arrêté et m'a demandé mon nom. Un peu perplexe,
je le lui ai donné. Il m'a alors répondu qu'il avait déjà entendu parler de moi. Cela m'a surpris, car je ne suis personne de particulier. Pas une célébrité, ni quelqu'un qui attire particulièrement l'attention. Nous avons échangé quelques banalités, une conversation sans grand intérêt, mais il semblait sincèrement de bonne humeur. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il m'a lancé avec un sourire que je devrais probablement attendre mon ami. Avant même que je puisse réagir ou lui poser des questions, il s'est éloigné dans la direction d'où il était venu. Après quelques secondes de réflexion, j'ai décidé de retourner vers l'école, un peu perturbé par ses paroles. En jetant un dernier coup d'œil derrière moi, je me suis rendu compte qu'il avait totalement disparu. Comme s'il s'était évaporé. Lorsque je suis arrivé devant les grilles de l'école, j'ai effectivement retrouvé mon amie qui attendait. Elle m'a dit qu'elle pensait que nous devions rentrer ensemble et qu'elle m'attendait depuis un bon moment. Je me suis excusé, et nous avons pris le chemin de ma maison. Je n'ai pas mentionné la rencontre étrange à mon ami, mais cela n'a pas quitté mes pensées. Comment ce garçon pouvait-il savoir que j'allais retrouver quelqu'un, alors que je n'en avais pas parlé et qu'aucun indice ne pouvait laisser deviner cela? Ces types de rencontres ont ponctué toute ma vie, parfois de façon rapprochée, parfois avec de longs intervalles de tranquillité. Je ne sais toujours pas pourquoi cela m'arrive. Ces gens que je croise semblent irréels, comme s'ils n'étaient pas tout à fait humains. Ils en savent toujours plus que ce que je leur ai confié. Je pourrais partager d'autres histoires similaires si cela intéresse quelqu'un, mais j'aimerais surtout savoir si quelqu'un a des réponses. Qui sont ces personnes? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elles sont? Pourquoi reviennent-elles sans cesse me voir? C'était à une période où je voyageais beaucoup pour le travail, autour de 2015 ou 2016. Cet incident s'est produit alors que je rentrais chez moi après l'un de ces voyages. Une fois l'avion atterri, j'ai traversé l'aéroport, récupéré ma voiture dans le parking et pris la route pour l'heure de trajet qui me séparait de chez moi. Il commençait à se faire tard, il faisait nuit noire, peut-être autour de 21h ou 21h30. Avant de rentrer, je devais m'arrêter à une pharmacie pour acheter quelque chose. Je ne me souviens plus de ce que c'était, probablement quelque chose que ma femme m'avait demandé de prendre. Cette pharmacie se trouve juste au coin de ma rue, à l'intersection d'une route à 4 voies très fréquentée et d'une petite rue latérale. En sortant du parking de la pharmacie, je tournais à droite pour m'engager dans cette rue latérale, située à quelques centaines de mètres du feu tricolore qui donne sur la grande route. Alors que je termine mon virage, quelque chose attire mon attention dans mon champ de vision périphérique, sur la gauche. Par réflexe, je tourne la tête pour voir de quoi il s'agit. Ce que je vois alors est complètement inattendu. Une femme d'âge moyen, habillée en tenue professionnelle, marche d'un pas rapide en plein milieu de la rue. Elle porte un tailleur avec une jupe, des bas, des talons, et traîne derrière elle une valise à roulettes. Elle avance sur la ligne jaune centrale, comme si c'était un passage piéton invisible, se déplaçant avec la hâte typique de quelqu'un essayant de ne pas manquer son avion dans un aéroport. J'ai de la chance qu'il n'y ait personne derrière moi, car je freine immédiatement après mon virage et reste là, la regardant traverser la rue de cette manière inhabituelle. Il n'y avait pas d'autre voiture à ce moment-là, le feu devant moi était encore rouge, ce qui a figé la circulation plus loin. Je suis resté là, observant cette scène surréaliste. Bien sûr, il pourrait y avoir une explication logique. Peut-être que sa voiture était tombée en panne et qu'elle avait décidé de marcher jusqu'à la prochaine sortie ou au parking le plus proche. Mais tout dans cette situation semblait décalé. Sa démarche rapide, l'insistance avec laquelle elle restait sur la ligne jaune centrale, et le fait qu'elle soit habillée comme si elle devait être à un aéroport ou dans un quartier d'affaires, pas sur cette route résidentielle. Cela m'a donné un sentiment de malaise. Tout me paraissait si déplacé. La femme semblait tout droit sortie d'un autre lieu, d'un autre contexte, comme si elle avait été téléportée là par erreur. C'est le genre de moment qui donne l'impression que la réalité a fait un faux pas, que quelque chose dans la trame de l'univers s'est déréglé. Je n'arrivais pas à m'enlever de la tête l'idée qu'elle aurait dû être ailleurs, qu'elle n'était pas à la place où elle aurait dû se trouver. Cette image de cette femme d'affaires en pleine rue, se déplaçant comme si elle était en plein terminal d'aéroport, était irréaliste. Je suis rentré chez moi après cette scène, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir perturbé.
Mon premier jour de travail avait quelque chose de dérangeant, bien que je ne puisse pas dire précisément pourquoi. Les bureaux étaient impeccablement rangés, tout le monde semblait concentré sur ses tâches et pourtant, un sentiment de malaise m'oppressait. Tout le monde paraissait trop homogène. Les employés souriaient de la même manière, se déplaçaient avec la même démarche, et j'avais l'impression que chacun de leurs gestes était soigneusement calculé. Le matin, en observant discrètement autour de moi, j'ai remarqué que tous les collègues réajustaient leurs chaises au même moment, leurs stylos se posaient sur les tables dans une synchronisation troublante. Un automatisme presque chorégraphié. Durant la pause café, j'ai fait attention aux conversations. C'était toujours le même type de petites anecdotes, sans aucune nuance, répétées sans la moindre variation. Leur voix résonnait, monocorde, vidée de toute véritable émotion. Ce n'était pas seulement l'ennui ou la routine qui transparaissait dans leurs échanges. C'était comme s'ils suivaient un script, incapables de dévier d'une ligne, d'un mot, d'une expression. L'après-midi, je me suis aventuré à poser quelques questions banales, pour tenter d'interrompre ce rythme hypnotique. Les réponses étaient immédiates, sans hésitation, sans pause. C'était trop fluide, trop parfait. Leur regard restait fixé sur moi, sans jamais cligner, comme s'ils attendaient patiemment la suite, l'ordre suivant à exécuter. J'ai tenté de parler de sujets plus personnels, mais c'était comme si je m'adressais à des murs. Leur visage restait impassible, souriant mécaniquement. Les phrases étaient des platitudes, répétées à l'infini, vidées de leur sens. J'avais l'impression de discuter avec des copies conformes, des versions interchangeables d'une même entité. En fin de journée, une pensée fugace m'a traversé l'esprit. Peut-être que tout cela n'était qu'une façade, une sorte de masque collectif. Mais plus j'observais, plus je me rendais compte que c'était leur réalité. Chaque employé semblait piégé dans cette uniformité dérangeante, incapable d'échapper à cette boucle de perfection. Je me suis demandé ce qu'ils ressentaient vraiment. Ou s'ils ressentaient encore quelque chose. J'ai quitté les bureaux avec un nœud au ventre, le regard de ses collègues me suivant jusqu'à la porte, toujours le même sourire figé sur leur visage. Comme s'ils savaient déjà ce que j'allais faire. Comme s'ils savaient déjà que je reviendrais. Quand j'ai décidé de quitter la ville pour m'installer dans ce petit village pittoresque, j'espérais y trouver calme et inspiration. L'endroit était tout droit sorti d'un conte de fées. Les maisons, construites dans un style traditionnel, se dressaient fièrement le long des rues pavées. Les habitants, chaleureux et souriants, m'avaient accueilli à bras ouverts. Dès les premiers jours, j'ai été frappé par la sérénité de cet endroit. Tout le monde semblait incroyablement poli et prévenant, toujours prêt à offrir un sourire ou un mot gentil. Peut-être un peu trop poli. Les premiers signes m'ont paru anodins. À chaque fois que j'essayais d'engager une conversation qui sortait de l'ordinaire, sur l'histoire du village ou des anecdotes locales, les réponses se limitaient à des généralités superficielles. Parler de la météo, des plantations ou de la beauté des paysages, ça oui, mais dès que je creusais un peu plus, les discussions se fermaient abruptement. C'était comme si les habitants n'avaient rien d'autre à dire, rien de plus à offrir. Des robots récitant des phrases préfabriquées. Un jour, je suis allé à l'épicerie locale. En feuilletant un magazine, j'ai demandé au propriétaire s'il connaissait un endroit isolé où je pourrais m'installer pour écrire en toute tranquillité. Il s'est figé, ses yeux clignant rapidement, puis, comme si de rien n'était, il a souri de ce sourire si parfait et a parlé d'un point de vue pittoresque au bord du lac. Une réponse bien trop standardisée pour être sincère. En sortant, je me suis tourné vers une vieille dame que je croisais souvent, assise sur son banc. Je l'ai saluée et elle m'a répondu d'une voix monotone, les mêmes mots que la veille, les mêmes que chaque jour précédent. Ma curiosité s'est peu à peu transformée en obsession. Pourquoi tout était-il si prévisible ? J'ai décidé de prendre des notes. J'ai commencé à me lever tôt, à observer les habitants. Chaque matin, à 7 heures précises, les volets des maisons s'ouvraient simultanément. Les femmes sortaient pour arroser leurs fleurs, les hommes quittaient leur domicile à la même minute pour se rendre à leur travail. Pas une seule variation. Le dimanche, les enfants jouaient au même jeu, au même endroit, riant au même moment, comme s'ils exécutaient une scène déjà répétée. C'était trop parfait, trop symétrique. La soirée où tout a basculé, je me souviens l'avoir ressenti dès mon réveil. Quelque chose était différent.
En marchant dans les rues, les conversations semblaient plus tendues. Les sourires, bien qu'encore présents, étaient crispés. En discutant avec le boulanger, j'ai mentionné par hasard une maison abandonnée que j'avais aperçue en bordure du village. Aussitôt, son visage s'est durci. Il m'a répondu par un hochement de tête avant de se détourner brusquement, marmonnant une excuse pour s'éloigner. J'ai compris que cette maison avait une signification. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai décidé de m'y rendre. Je me suis glissé hors de ma maison, évitant les rares lampadaires qui projetaient des halos jaunâtres sur les pavés. En m'approchant de la bâtisse délabrée, j'ai ressenti une peur viscérale, comme si je m'aventurais dans un territoire interdit. Les fenêtres étaient calfeutrées, la porte fermée par un lourd cadenas rouillé. Pourtant, j'ai réussi à me faufiler à l'intérieur en contournant le bâtiment. Ce que j'ai découvert à l'intérieur a mis fin à toutes mes hypothèses. Les murs étaient recouverts de dizaines, non, de centaines de photographies. Des photos de moi. Moi, marchant dans le village. Moi, parlant avec les habitants. Moi, observant depuis ma fenêtre. Chaque mouvement, chaque geste était documenté, classé par date et heure. Je n'étais pas le premier à être observé ainsi. Sur d'autres photos, des inconnus souriants se tenaient devant les maisons, toujours dans des positions similaires. Et à chaque série de photos, les visages des habitants étaient identiques à ceux que je connaissais, mais différents. Comme s'ils rejouaient un rôle, génération après génération. Soudain, un bruit de pas dans le couloir m'a figé. J'ai à peine eu le temps de me cacher derrière un vieux meuble lorsque la porte a grincé. Des silhouettes sombres sont entrées, leurs yeux scrutant la pièce avec une intensité inquiétante. Ils ont parlé entre eux, dans un murmure presque imperceptible, puis se sont dirigés vers une trappe que je n'avais pas vue jusque-là. Un par un, ils ont descendu l'escalier, laissant derrière eux une odeur âcre de métal et d'ozone. J'ai attendu une éternité avant de bouger. Mon esprit essayait de mettre du sens sur ce que je venais de voir. Je suis sorti précipitamment, le cœur battant, et j'ai couru jusqu'à chez moi. Tout le village était endormi, aucune lumière ne troublait l'obscurité oppressante. Mais je savais que je ne pourrais plus rester ici. Ils savaient que je m'étais aventuré là où je n'aurais pas dû. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Quelques mots griffonnés. Ne cherche plus. Reste dans les limites. Mon sang s'est glacé. Ce jour-là, j'ai fait mes bagages et j'ai quitté ce village sans me retourner. Mais depuis, j'ai l'impression d'être suivi. Dans chaque endroit où je m'installe, je retrouve les mêmes regards figés, les mêmes sourires parfaits. Parfois, j'aperçois des visages familiers dans la foule. Un ancien voisin, un commerçant, comme s'il m'avait suivi, comme s'il continuait à m'observer, prêt à reprendre leur rôle. Je ne suis pas un fervent adepte de la théorie de la simulation, mais il doit bien y avoir une explication à ce qui s'est passé. À cette époque, j'avais environ 18 à 19 ans et je vivais encore chez ma mère. Nous avions aménagé un appartement complet dans le sous-sol pour que je puisse y habiter de façon indépendante. Je me souviens d'être allongé sur mon canapé quand, soudain, je me suis réveillé. Il devait être environ minuit. J'ai ressenti une étrange envie de prendre la voiture et de conduire. Je suis monté dans ma voiture, une Honda Prélude de 1992, et j'ai commencé à rouler. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas moi qui conduisais. J'avais l'impression d'être dans un rêve, d'agir sans en avoir le contrôle. Je me souviens avoir regardé le tableau de bord et vu l'aiguille pointer à 120 000 par heure, environ 193 km/h. Puis, sans transition, je me suis retrouvé en train de sortir de l'autoroute. Alors que je montais sur la rampe de sortie, j'ai heurté la barrière en béton de façon presque parallèle. À cet instant, le cric de 2 tonnes que j'avais dans le coffre est sorti et est venu frapper le pare-brise. Tout semble se brouiller ensuite. Je ne me rappelle pas être sorti de la voiture ni avoir marché les 2 à 3 miles, environ 3 à 5 km, jusqu'à chez moi. Quand je me suis réveillé de nouveau, j'étais debout dans la rue, sans une égratignure, mes clés en main. En levant les yeux, j'ai vu des voitures de police, gyrophares allumés, garées devant chez ma mère. Les policiers n'ont jamais frappé à la porte. Ils étaient simplement là, comme s'ils m'attendaient. L'un d'eux m'a dit que des témoins m'avaient vu m'éloigner de l'accident.
Ils m'ont fait passer un alcotest, sur lequel j'ai soufflé un parfait 0,00. Après ça, ils m'ont simplement donné une amende et sont repartis. Le plus étrange, c'est que je n'ai jamais parlé de cet incident à ma mère. Je n'ai pas le souvenir d'avoir discuté de quoi que ce soit ce soir-là ou dans les jours suivants. Et le plus perturbant, c'est qu'elle n'en a jamais fait mention non plus. Elle, qui a toujours le chic pour ramener des souvenirs du passé, ne semble même pas se rappeler ce moment. C'est comme si cet événement n'avait jamais existé pour elle. Comme s'il avait été effacé de sa mémoire. Quant à ma voiture, c'est comme si elle avait disparu de mon existence. Je ne me souviens plus de ce qui lui est arrivé après cet accident. C'est un vide total. Il n'y a aucune suite logique à cet événement. Tout ce qui reste, c'est cette impression que cette nuit-là, la réalité s'est fissurée. Que ce qui s'est passé n'a pas suivi les règles normales de cause et effet. Peut-être que c'était un bug dans la simulation, un moment où les fils de la réalité se sont entremêlés. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment d'être à la fois spectateur et acteur de ma propre vie, mais ce souvenir, aussi flou soit-il, reste gravé en moi. Depuis, je me demande si ce genre d'expérience n'est pas une forme d'anomalie dans notre réalité. Comme si, pendant un instant, j'avais été déconnecté de moi-même, contrôlé par autre chose, avant d'être replacé là où j'étais censé être, sans que personne ne semble vraiment se souvenir ou comprendre ce qui s'était passé. Quand nous avons emménagé dans ce nouveau quartier résidentiel, je pensais que nous avions trouvé le coin de paradis parfait pour notre famille. Les maisons étaient spacieuses, les pelouses parfaitement entretenues, et chaque voisin semblait faire partie d'une grande famille soudée. Les barbecues organisés dans les jardins, les éclats de rire qui résonnaient au crépuscule, c'était le tableau idéal d'une vie de banlieue heureuse. Peut-être un peu trop parfaite, en y repensant. Les premiers jours, j'ai cru que c'était simplement l'enthousiasme de l'installation. Les voisins étaient tous souriants, serviables, et incroyablement identiques dans leur comportement. Ils s'intéressaient à nos projets, parlaient de leurs enfants avec une chaleur presque exagérée, et semblaient débordants de bonheur. Pourtant, au fil des semaines, j'ai commencé à percevoir une dissonance. Chaque famille que je croisais avait le même air jovial. Les conversations étaient prévisibles, sans profondeur, et aucune tension ne semblait jamais apparaître, même lors des désaccords les plus banals. Mais c'est un détail particulier qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Un soir, en rentrant plus tard que d'habitude, j'ai croisé une voisine, Mélanie, en train de dire au revoir à son mari. Il se faisait des gestes affectueux, comme toujours, mais juste avant de se retourner pour rentrer chez elle, son sourire s'est effacé. Un masque qui tombe en une fraction de seconde. Son regard était vide, ses épaules se sont affaissées, et elle a laissé échapper un profond soupir. Puis, en me voyant approcher, son sourire s'est immédiatement recomposé, artificiel, trop large. C'était troublant. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à observer de plus près. Les jours suivants, j'ai noté des détails similaires, les couples échangeant des gestes tendres, mais leurs yeux ne se rencontrant jamais vraiment. Les enfants qui riaient, mais sans jamais faire de bruit. Les repas en famille se déroulaient à la perfection, aucune dispute, aucune interruption. Juste des mots calibrés, des échanges feutrés. Un bonheur trop policé pour être réel. Un dimanche, j'ai surpris une scène qui m'a glacé le sang. J'étais dans mon jardin, derrière un buisson, quand j'ai vu l'un de mes voisins, Michel, assis sur sa terrasse avec sa femme et ses 2 enfants. Tout semblait normal, si ce n'est ce moment où Michel s'est soudainement figé. Il a tourné la tête lentement, observant ses enfants qui jouaient à proximité, puis sa femme. Ses lèvres se sont mises à bouger, prononçant des mots inaudibles. Sa femme s'est alors immobilisée, puis, d'un coup sec, elle a incliné la tête comme si elle acquiesçait à un ordre silencieux. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Une lueur de panique. C'était bref, presque imperceptible, mais c'était là. Puis, comme si de rien n'était, ils ont repris leur conversation animée. Michel riait, ses enfants jouaient à nouveau. Tout était redevenu parfait. Le choc m'a laissé paralysé, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Cette nuit-là, j'ai veillé tard, surveillant les maisons autour de moi. J'ai vu des lumières s'éteindre et s'allumer à intervalles réguliers. Peu avant minuit,
une série de camionnettes noires sont arrivées en silence dans le quartier. Des silhouettes en sont descendues, entrant dans les maisons une par une. J'ai observé, le souffle coupé, tandis que les intrus sortaient avec des mallettes métalliques et des documents que je ne pouvais pas distinguer. Les familles semblaient endormies, inconscientes de cette étrange visite nocturne. Le lendemain, tout était redevenu normal. Les mêmes sourires, les mêmes discussions anodines. Mais j'ai su qu'il y avait quelque chose de fondamentalement brisé ici. J'ai alors décidé de confronter Michel. Lorsqu'il est sorti pour récupérer son courrier, je l'ai abordé, choisissant mes mots avec soin, et évoquant à demi-mot ce que j'avais vu. Il m'a fixé, ses yeux perdus dans le vide. Puis il m'a murmuré, presque en chuchotant, « Tu ne devrais pas t'en mêler. C'est plus facile de se fondre. » Avant que je puisse répondre, son visage a repris son masque de perfection, et il est retourné à l'intérieur sans un mot de plus. Pendant des jours, ces paroles ont résonné dans ma tête. Se fondre. Pourquoi? Pour qui? Une semaine plus tard, la vérité m'a été imposée de manière brutale. En sortant de chez moi pour faire un tour, j'ai trouvé une brochure glissée sous ma porte. Elle était intitulée « Programme de perfection familiale pour un foyer harmonieux et sans faille ». Dedans, il y avait des directives précises, quoi dire, comment réagir, quand sourire. Un manuel de comportement, dictant chaque aspect de la vie quotidienne. En bas de la brochure, une note manuscrite, « Bienvenue parmi nous. N'oublie pas de suivre les instructions. Tout le monde est observé. » Depuis, je fais semblant. Je souris comme les autres, je parle de la beauté du quartier et de l'harmonie familiale. Je n'ai pas le choix. Chaque nuit, je ferme les rideaux et verrouille ma porte à double tour, espérant que les camions ne s'arrêtent pas devant chez moi. Je crains le jour où je commettrai un faux pas, où mes enfants ne joueront pas selon les règles, où mon sourire sera jugé comme un peu trop crispé. Parce que je sais, désormais, ce qui se passe derrière ces murs. Chaque famille est une expérience. Chaque sourire forcé, chaque geste calculé n'est qu'un test pour atteindre l'idéal ultime. Et ceux qui échouent, disparaissent, remplacés par d'autres familles. Je venais tout juste d'acheter ma nouvelle maison, et mon ancienne machine à laver ainsi que le sèche-linge ne rentraient pas dans la buanderie, sans parler du fait qu'ils étaient inefficaces et que ma femme détestait les utiliser. Elle m'a donc envoyé en mission pour acheter un nouveau set. Je n'avais pas fait mes recherches, et alors que je me trouvais dans le rayon électroménager de chez Lowe's, submergé par les options qui s'offraient à moi, mon voisin, un entrepreneur, est apparu derrière moi. Par chance, il m'a aidé à choisir les modèles parfaits à acheter. Je les ai achetés, et c'est là que les choses sont devenues étranges pendant quelques minutes. Quand je suis sorti avec mes 2 énormes cartons sur un chariot, mon voisin m'attendait près de mon camion. Je pensais qu'il allait m'aider à les charger, mais au lieu de ça, il a juste regardé les boîtes et m'a dit quelque chose comme « C'est un sèche-linge au gaz. On n'a pas de gaz chez nous. » Je me suis moqué de lui pendant quelques minutes, lui reprochant de m'avoir aidé à choisir les mauvais appareils. La conversation était tout à fait normale. Je suis retourné à l'intérieur pour faire la fameuse « marche de la honte » afin de retourner les articles que je n'avais même pas eu le temps d'emporter. Mon voisin, lui, est parti vers son camion. Je me dirige vers le comptoir des retours. La caissière me demande mon nom. Je le lui donne et lui tends le ticket de caisse de mon achat datant d'il y a à peine 5 minutes, tout en expliquant la situation. Sans même lever les yeux vers moi, elle répète « Non ». Je lui redonne mon nom une seconde fois, et elle continue de taper sur son ordinateur sans rien dire. À ce moment-là, mon voisin arrive au comptoir des retours, un pot de peinture à la main, et attend tranquillement derrière moi, sans dire un mot. La caissière lève alors les yeux et me demande à nouveau « Non, monsieur ?» Pour la 3e fois, je répète mon nom, en pointant du doigt le ticket posé sur le comptoir et en essayant de réexpliquer la situation. Elle continue de taper sur son clavier, et pendant ce qui a dû sembler durer une éternité, elle ne dit pas un mot. Une 2e employée, libre, vient alors nous rejoindre pour essayer de m'aider. La nouvelle employée me demande, alors qu'elles sont toutes les 2 concentrées sur l'écran de l'ordinateur, « Non ?» 4e fois, je donne mon nom à nouveau. Sans même lever les yeux de l'écran, la seconde caissière dit, et je vous jure que je n'invente rien, désolé monsieur, mais vous n'existez pas.
Je me suis senti un peu étourdi quand elle a dit ça, car j'étais déjà en train de trouver toute cette situation très étrange. J'ai alors demandé, je n'existe pas, ou je ne suis pas dans votre système. Sans me répondre, la deuxième caissière se tourne vers mon voisin et dit, « Monsieur, je peux vous aider ici », puis elle se déplace à la caisse d'un accent grave côté. Mon voisin passe devant moi, ne me dit pas un mot de plus, retourne son pot de peinture, et quitte le magasin. Puis, comme si de rien n'était, la première caissière se tourne vers moi et dit, « Mon nom, voilà votre retour. Vous allez devoir acheter les nouveaux appareils, et nous vous rembourserons pour ceux que vous avez achetés par erreur. » Je n'avais même pas fait demi-tour pour aller chercher les nouveaux modèles que, là, juste derrière moi, un employé se tenait déjà avec les unités exactes dont j'avais besoin, prêtes à être chargées dans mon camion. Mon voisin avait disparu. Quand je lui en ai parlé par la suite, il ne trouvait rien d'étrange à ce qui s'était passé. Moi, en revanche, j'ai failli faire une crise existentielle et j'ai eu beaucoup de mal à garder mon calme. J'ai encore du mal à comprendre ce qui a bien pu se passer. C'était comme si, pendant un instant, le monde autour de moi avait décidé que je n'étais plus qu'un simple spectateur, un acteur secondaire de ma propre vie. Je prends le train pour aller travailler tous les matins. Ces derniers temps, avec l'été qui approche à grands pas ici au Colorado, le soleil est déjà bien haut dans le ciel et brille au-dessus des bâtiments voisins quand j'arrive à la station. Il ne s'agit donc pas d'une de ces matinées où la lumière de l'aube donne une impression de semi-obscurité. Aujourd'hui, je suis monté comme d'habitude et j'ai remarqué que le train était presque vide, sauf pour un autre passager. Juste à côté de la porte, en pleine vue, se trouvait un homme d'apparence indienne ou moyen-orientale, cheveux noirs, peau mate, lunettes, pull vert foncé. Il semblait jeune, probablement dans la vingtaine. Nous avons échangé un bref regard lorsque je suis monté, puis j'ai continué pour m'asseoir plus loin, sur un siège orienté vers l'avant, le dos tourné vers lui. Nous n'avions fait qu'un seul arrêt depuis que je me suis installé, donc personne n'avait pu monter ou descendre du train depuis ce moment-là. Le train est arrivé à la station suivante, les portes se sont ouvertes. Derrière moi, quelqu'un s'est levé et s'est dirigé vers la porte à laquelle je me trouvais le plus proche. Par réflexe, j'ai levé les yeux et, pendant un bref instant, j'ai vu un dos vêtu du même pull vert foncé que portait l'homme avec qui j'avais croisé le regard il y a un arrêt de cela. La personne s'est ensuite tournée, et je suis resté figé de stupeur. Devant moi se tenait un homme d'une soixantaine d'années, la peau pâle, aux cheveux blancs éclatants et à la barbe courte et broussailleuse d'un blanc presque fluorescent, portant le même pull vert. J'étais secoué. Je l'ai regardé, stupéfait, incapable de comprendre ce que je voyais. Mon esprit essayait de recoller les morceaux, mais rien ne semblait logique. J'ai rapidement détourné le regard car mon adrénaline s'est mise à grimper en flèche. Tout mon corps me disait que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à saisir l'étrangeté de la situation. Je me suis retourné pour vérifier, et le siège où l'homme plus jeune était assis au moment où je suis monté dans le train était désormais vide. Il n'y avait plus personne. Ce moment m'a laissé un sentiment de malaise indescriptible. Comme si la personne que j'avais initialement vue s'était métamorphosée en quelqu'un d'autre en un clin d'œil, d'une manière qui défie toute explication rationnelle. Il ne s'agissait pas simplement d'une ressemblance ou d'une impression fugace. C'était littéralement le même pull vert foncé. La différence de personne, de l'homme jeune au vieil homme blanc, était si frappante qu'elle ne pouvait être le fruit de mon imagination. Le train a continué sa route, et je suis resté assis, le cœur battant, et essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Un homme ne peut pas simplement se transformer en quelqu'un d'autre comme ça. Pourtant, il n'y avait aucune trace du premier passager. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Comme si la réalité avait soudainement décidé de changer les paramètres autour de moi, en remplaçant un individu par un autre, d'une manière tellement subtile et rapide que je n'avais rien pu faire d'autre que d'assister à ce changement inexpliqué. Je me demande si ce que j'ai vécu n'était pas une sorte de glitch dans la matrice. Peut-être que, pour une fraction de seconde, quelque chose a mal tourné dans ce que nous percevons comme la réalité, et l'homme que j'avais vu au départ s'est transformé en une autre version, comme si la matrice avait dû recharger un asset pour combler un vide ou corriger une erreur. Depuis cet incident, je n'ai pas pu m'empêcher de prêter davantage attention aux petites incohérences du quotidien, aux moments qui me donnent l'impression que tout ce qui m'entoure pourrait être plus fragile, plus artificiel que je ne l'avais cru jusque-là.
J'ai vécu une expérience des plus étranges au café. À une table voisine, un homme et une femme étaient en pleine conversation d'affaires, d'apparence tout à fait banale. Au début, j'ai eu l'impression que la femme interviewait l'homme, qui semblait venir d'ailleurs, pour un article. Elle posait des questions classiques, et lui répondait en détail sur ses activités, comme s'il voulait se faire connaître. Mais au fil de la conversation, l'ambiance a changé. Ils parlaient maintenant de stratégie marketing, discutant de clients locaux et de plans de communication, comme s'ils avaient toujours travaillé dans la même ville. Je me suis dit qu'ils devaient peut-être être collègues, mais un instant plus tard, ils sont passés à un tout autre sujet. Ils évoquaient des projets d'entreprise totalement déconnectés de tout ce qu'ils avaient dit plus tôt, comme s'ils appartenaient soudainement à une société complètement différente. Leurs échanges manquaient de fluidité, presque comme si chaque phrase venait d'un générateur aléatoire de conversation. Les thèmes se succédaient sans logique apparente, et leur comportement semblait décalé. C'était comme si leur rôle changeait sans prévenir, d'une simple interview à une réunion d'équipe, puis à une discussion informelle de collègues. C'était difficile à suivre et pourtant, tout paraissait normal pour eux. Je n'y ai pas prêté plus d'attention après coup, mais il y avait vraiment quelque chose de déroutant dans cette scène. Peut-être qu'ils s'entraînaient à jongler entre différentes casquettes professionnelles ou qu'ils participaient à un exercice de rôle. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a laissé une impression étrange. Ce semestre, mon pote et moi marchions vers le restaurant universitaire après être sortis de l'ascenseur de notre dortoir. À ce moment-là, 2 filles sont entrées dans l'ascenseur, mais on n'y a pas vraiment prêté attention. Rien de particulier. Puis, une fois que nous étions presque arrivés au restaurant, à environ 50 mètres de l'entrée, ces mêmes filles en sont sorties. J'ai eu un moment de flottement, une sorte de sensation de déjà-vu. En nous rapprochant, on les a croisées et mon ami a soudainement dit « C'était pas les filles qui sont montées dans l'ascenseur tout à l'heure ». J'ai acquiescé, et on s'est arrêté pour réfléchir. Comment aurait-elle pu nous devancer d'une bonne 50aine de mètres alors que nous venions à peine de les quitter dans l'ascenseur ? Intrigués, on a commencé à chercher des explications logiques. Le soir même, nous avons minutieusement chronométré le trajet à pied entre notre dortoir et le restaurant universitaire. En moyenne, il nous a fallu environ 7 minutes. Puis, nous avons essayé différents chemins, pour voir si l'un d'eux serait plus rapide. Aucune de nos tentatives n'a pris moins de 10 à 12 minutes. On a donc éliminé la possibilité qu'elles aient simplement marché plus vite que nous. Ça ne collait pas. On a émis l'hypothèse d'un « bug dans la matrice », comme si le système avait généré 2 copies de ces filles. On a même envisagé qu'elles aient pris un autre itinéraire, mais cela n'expliquait toujours pas comment elles auraient pu se retrouver à sortir du restaurant bien avant nous. Pour couronner le tout, l'une d'elles portait des talons courts et l'autre des jeans moulants, ce qui rendait peu probable l'idée qu'elles aient couru jusqu'au restaurant. Notre dernière supposition était qu'elles aient utilisé un moyen de transport comme une voiture ou un scooter électrique. Mais aucun scooter n'était garé autour du restaurant à ce moment-là. Et même en conduisant, cela n'aurait pas été possible. Elles seraient sorties de l'ascenseur, auraient couru jusqu'à une voiture, roulé les 2 miles jusqu'au restaurant, à 40 km/h, et en seraient ressorties pour entrer dans le restaurant, tout cela en moins de 7 minutes. Ça défie la logique. Je n'avais jamais vu une école aussi prestigieuse. Tout était parfaitement ordonné, du bâtiment historique restauré avec minutie aux élèves, impeccablement alignés dans la cour. Leur tenue était irréprochable, leur regard fixe, presque perçant. On m'avait recruté comme enseignant d'anglais, et j'étais ravi de pouvoir enseigner à ce groupe d'élèves dont la réputation n'était plus à faire. On parlait d'eux comme de futurs génies, des enfants qui surpassaient largement les attentes académiques. Mais dès la première semaine, quelque chose m'a profondément dérangé. Ils répondaient tous de manière parfaite. Jamais d'hésitation, aucune erreur grammaticale, aucun moment de doute. Lorsqu'ils parlaient, c'était comme s'ils récitaient un texte préécrit dans leur tête. Mais plus encore, ils ne montraient aucune émotion. Pas de sourire sincère, pas de frustration ou d'ennui. Rien que des visages inexpressifs, des yeux vides, une attitude neutre. Chaque question que je posais recevait une réponse exacte, et chaque élève semblait capable de continuer une phrase entamée par un autre, comme s'il partageait un esprit collectif.
Ce n'était pas de l'intelligence ordinaire, c'était autre chose. Un jour, j'ai voulu sortir du cadre académique. J'ai décidé de poser une question ouverte. Si vous pouviez vivre n'importe où dans le monde, où iriez-vous? Silence total. Les regards se sont fixés sur moi, presque comme s'ils attendaient un signal pour commencer à répondre. Puis, un à un, ils ont donné des réponses similaires. Des lieux vagues, des descriptions froides et dénuées de toute passion. Le même ton plat et monocorde. J'ai senti un froid glacial parcourir mon échine. Ces enfants, si brillants sur le papier, n'avaient aucune personnalité. J'ai commencé à observer plus attentivement. Pendant les pauses, ils ne jouaient pas comme les autres enfants. Ils ne parlaient que de sujets scolaires, chaque mot soigneusement pesé. Aucun rire, aucune dispute. Un jour, je suis resté plus tard que d'habitude pour corriger des copies. En quittant l'école, je suis passé près de la salle principale. La lumière était encore allumée. En m'approchant, j'ai vu les enfants assis, rangés en rangs serrés, les yeux rivés sur un grand écran. Un homme en blouse blanche parlait d'un ton monotone. Aucun ne bougeait. Ils écoutaient, le regard fixe, comme hypnotisés. Le lendemain, j'ai questionné la directrice sur ce que j'avais vu. Elle a souri et m'a répondu poliment que c'était simplement une méthode de relaxation avancée pour améliorer leur concentration. Sa réponse n'avait rien de rassurant. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Des images de ces visages impassibles me revenaient sans cesse. Que était-il en train de faire à ses enfants? Les jours suivants, je me suis arrangé pour arriver plus tôt et partir plus tard, essayant de comprendre ce qui se passait en dehors des heures de classe. Une nuit, je me suis caché dans un coin de la cour, veillant sur le bâtiment faiblement éclairé. J'ai vu les mêmes hommes en blouse blanche sortir un par un des enfants de leur dortoir. Chaque élève marchait lentement, sans résistance, comme en transe. Ils ont été conduits dans une pièce que je n'avais jamais remarquée avant. J'ai tenté de m'approcher, mais un bruit de mécanisme complexe s'est déclenché, et la porte s'est fermée derrière eux. Le lendemain, les enfants sont revenus en classe comme si de rien n'était. Toujours la même perfection, la même neutralité. Mais il y avait quelque chose d'étrange. L'un d'entre eux, que j'avais remarqué plus expressif que les autres, il levait parfois un sourcil, comme s'il réfléchissait, semblait encore plus inerte, plus vide. C'était comme s'ils avaient effacé cette dernière étincelle de vie en lui. Je ne sais pas encore ce qui se trame derrière ces murs. Mais il est clair qu'il ne cherche pas à éduquer ses enfants, il les programme. Chaque jour, il leur retire un peu plus de ce qui les rend humains, les modelant pour devenir des copies parfaites, des êtres vidés de tout ce qui fait d'eux des individus. Et le pire dans tout ça? J'ai commencé à me demander si ce que je voyais n'était pas aussi en train de m'affecter. Peut-être que, moi aussi, je devenais peu à peu insensible, incapable de réagir. Je dois partir d'ici. Tant que je le peux encore. Travailler dans un centre d'appel n'avait jamais été mon ambition, mais les temps étaient durs, et il fallait bien payer les factures. Dès mon arrivée, j'ai été frappé par l'atmosphère étrange qui régnait dans les locaux. Les rangées de bureaux semblaient s'étendre à l'infini, remplies d'employés qui parlaient dans leur casque, répétant inlassablement les mêmes phrases, sans la moindre variation. Les voix résonnaient en écho, créant une sorte de mélodie déshumanisée. Je me suis installé à mon poste et me suis mis à écouter les conversations autour de moi. Tout était parfaitement structuré, mécanique. Aucun bégaiement, aucune pause. Les agents répondaient à chaque appel avec une fluidité qui défiait l'entendement. Chaque interaction semblait calibrée, comme s'ils avaient anticipé chaque mot du client avant même qu'il ne parle. La première semaine, je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça, pensant que c'était dû à une formation stricte. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué des anomalies. Un jour, après avoir terminé un appel, j'ai demandé à mon voisin comment il gérait un certain type de client. Il m'a regardé fixement, comme s'il ne comprenait pas la question. Puis, d'un ton neutre, il m'a simplement dit que tout était dans le script. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le lendemain, lorsqu'un autre collègue a posé la même question, il a répondu mot pour mot, sans changer la moindre intonation. C'était comme s'il récitait un texte appris par cœur, sans en comprendre le sens. J'ai alors commencé à surveiller de plus près. Pendant les pauses,
les conversations entre collègues étaient courtes, fonctionnelles, sans jamais dévier des sujets de travail. Personne ne parlait de sa vie personnelle, de ses passions. Tout était centré sur le centre d'appel, les objectifs, les taux de satisfaction. Les visages, eux, restaient étrangement inexpressifs, même lorsqu'ils racontaient des anecdotes censées être humoristiques ou stressantes. Une nuit, j'ai décidé de rester plus tard pour essayer de comprendre ce qui se passait vraiment. Le centre se vidait peu à peu, mais quelques employés restaient encore en ligne. Je me suis déplacé discrètement vers l'arrière de la salle, là où des box plus isolées accueillaient ceux qui faisaient les heures supplémentaires. À mesure que je m'approchais, j'ai réalisé qu'un silence pesant régnait autour d'eux. Pas un murmure, pas un bruit de clavier. Curieux, j'ai jeté un coup d'œil dans l'un des box. Un homme d'âge moyen fixait son écran, le regard vide. Ses lèvres remuaient à peine, mais aucun son ne sortait. Ce qui m'a frappé, c'est que ses doigts, eux, ne bougeaient pas du tout. Pas de prise de notes, pas de modification dans le logiciel de gestion des appels. Il restait figé, comme une statue, répétant machinalement des mots que je ne pouvais entendre. Les autres autour de lui faisaient la même chose. J'ai ressenti une vague de frissons en me rendant compte que quelque chose d'anormal se passait. En revenant à mon poste, j'ai fait défiler les statistiques de l'entreprise. Les chiffres étaient si parfaits qu'ils en devenaient absurdes. Aucun pic d'erreur, aucune baisse de performance, tout était réglé comme un métronome. J'ai repensé à une conversation que j'avais entendue plus tôt dans la journée. Un client mécontent s'était énervé et avait raccroché. Pourtant, l'employé à qui il parlait était resté totalement impassible. Pas un soupir, pas un signe de frustration. Juste un changement de statut, avant de passer à l'appel suivant. J'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur la nature des employés qui m'entouraient. J'ai essayé de consulter les anciens registres du personnel, mais l'accès était restreint. Même les fichiers publics ne donnaient que des informations superficielles, comme si personne n'avait jamais quitté cet endroit, ou pire, comme si personne n'y avait jamais vraiment travaillé. Un soir, alors que je sortais des locaux, j'ai remarqué une petite porte sur le côté du bâtiment, discrètement dissimulée derrière une série de bureaux. Elle n'était pas censée exister. Intrigué, je suis revenu plus tard, après m'être assuré que le bâtiment était vide. À ma grande surprise, la porte n'était même pas verrouillée. Je me suis glissé à l'intérieur et suis descendu par un escalier métallique qui menait à un sous-sol faiblement éclairé. Un bourdonnement sourd résonnait dans l'air. En avançant, j'ai découvert une salle remplie de serveurs, leurs lumières clignotant frénétiquement. Devant chaque serveur, des sièges étaient occupés par des employés que je n'avais jamais vus auparavant. Tous fixaient leurs écrans, les yeux écarquillés, les lèvres légèrement entr'ouvertes. À mesure que je m'approchais, j'ai réalisé que leurs écrans ne montraient rien de particulier. Juste des séquences de chiffres qui défilaient rapidement, comme s'ils décryptaient une sorte de code incompréhensible. Leurs visages étaient inexpressifs, figés dans une concentration morbide. Aucun ne réagissait à ma présence. Ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est quand j'ai reconnu un des employés. Je l'avais vu quelques jours plus tôt, discutant à la machine à café, souriant comme les autres. Mais ici, dans cette salle, il n'avait plus rien d'humain. C'était comme si toute émotion, tout libre arbitre, avait été aspiré hors de lui. Un automate, rivé à son écran, répétant inlassablement des séquences dont le sens m'échappait. Paniqué, j'ai fait marche arrière, tentant de ne faire aucun bruit. Je suis remonté en surface, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait rien de rationnel dans cette entreprise. Ces employés n'étaient pas normaux. Ils étaient contrôlés, vidés de leur substance. Des outils perfectionnés, entièrement dédiés à l'efficacité. Le lendemain, j'ai voulu poser des questions. J'ai essayé d'amener le sujet sur cette salle étrange à la pause déjeuner, d'une manière détournée. Mais à peine avais-je commencé que mes collègues se sont tus, l'un après l'autre. Ils m'ont fixé, leur regard soudain hostile, comme s'ils comprenaient que je savais quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. L'air s'est épaissi autour de moi, et j'ai su que je venais de commettre une terrible erreur. Depuis, je ne me sens plus en sécurité. Les conversations avec les autres ont changé subtilement. Ils parlent moins, m'observent plus. Les quelques échanges que j'arrive à avoir ne sont plus qu'une série de phrases creuses.
Et ces nuits, depuis que j'ai découvert ce qu'il y avait en bas, j'ai l'impression d'être épié. Chaque mouvement que je fais, chaque mot que je prononce. Tout semble enregistré, analysé, disséqué. Je vais quitter ce travail, je n'ai pas le choix. Mais il y a une part de moi qui se demande si je ne suis pas déjà trop tard. J'ai un voisin vraiment bizarre. Il me met mal à l'aise, même s'il n'a pas l'air du type de personne qui fait peur au premier abord. Laisse-moi t'expliquer. Son appartement est juste en face du mien, je peux voir tout ce qui s'y passe car il ne ferme jamais ses stores, ou alors il n'en a tout simplement pas. Il ne vient dans cet appartement qu'une ou 2 fois par semaine, toujours la nuit. Parfois, il amène des femmes différentes avec lui. Ce qui rend le tout encore plus étrange, c'est que son appartement est totalement vide. Pas de canapé, pas de chaise, pas de frigo, pas de télé, rien. C'est comme un espace abandonné. Quand il vient, il se gare en voiture, puis il prend sa moto et laisse la voiture. Quand il part pour un moment, il prend la voiture, et s'il sort pour un court instant, il utilise sa moto. Le plus inquiétant, c'est ce qu'il fait quand il est seul chez lui. Il s'assoit sur une unique chaise dans la cuisine, les lumières allumées, et il regarde par la fenêtre, directement en direction de chez moi. Il reste là, immobile, pendant des heures, parfois jusqu'à 7 ou 8 heures d'affilée. Il ne bouge pas, ne touche pas à son téléphone, il fixe juste. Parfois, il éteint même les lumières et continue à regarder, toujours dans la même direction. Et il ne fait ça que lorsqu'il est seul. Quand il a une femme avec lui, toujours une seule à la fois, il va directement dans sa chambre et ferme les stores. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Pour accéder à mon appartement au 3e étage, je dois d'abord passer par le parking, et je l'ai vu là, debout, juste immobile, les yeux dans le vague. Je suis passé devant lui, monté les escaliers, et quand j'ai regardé en bas, il était toujours là, figé comme une statue. Mais alors, j'ai levé les yeux vers son appartement et je l'ai vu, assis dans sa cuisine, en train de fixer mon appartement comme d'habitude. J'ai vérifié à nouveau en bas, et il n'était plus dans le parking. Laisse-moi être clair, il m'a fallu une seconde pour lever la tête. Une seule seconde. Je l'ai vu debout en bas, et une fraction de seconde plus tard, il était assis à sa place habituelle dans sa cuisine. C'est comme s'il s'était téléporté ou quelque chose du genre. Il portait les mêmes vêtements, exactement. Pour qu'il ait pu courir de l'endroit où je l'ai vu dans le parking, monter les 2 étages, entrer dans son appartement, et s'installer sur sa chaise en moins d'une seconde, c'est impossible. Nos bâtiments se font face et sont construits à l'identique. Je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Mais il est là, en train de fixer mon appartement, encore et toujours. Juste l'observer me donne des frissons. Rejoindre cette grande entreprise était pour moi une aubaine. L'opportunité de ma carrière. Dès le début, tout m'a impressionné, les bureaux ultramodernes, la technologie de pointe, l'efficacité de chaque service. Chaque employé semblait à la pointe, chaque processus, parfaitement rodé. C'était un modèle de productivité, une symphonie de performance. Pourtant, j'ai vite ressenti une étrange pression sous-jacente, un sentiment que quelque chose ne tournait pas rond dans cette mécanique impeccable. Mon premier indice est venu au bout de quelques semaines, lors d'une de ces interminables réunions d'évaluation de performance. Les managers faisaient défiler des graphiques parfaits, montrant des chiffres d'une précision déconcertante. Jamais de fluctuations, jamais d'anomalies. Les objectifs étaient atteints, dépassés même, avec une constance troublante. J'avais déjà travaillé dans des entreprises très performantes, mais ici, tout était trop lisse, trop aligné. Les employés, eux aussi, me paraissaient étranges. Toujours calmes, concentrés, mais comme vidés d'émotion. Ils répondaient aux questions avec une politesse excessive, répétaient les mêmes expressions de courtoisie, et personne ne semblait jamais fatigué ou stressé. Pourtant, je savais que la charge de travail était immense. Un soir, en discutant avec l'un de mes collègues, j'ai tenté de lancer une conversation informelle sur les heures supplémentaires. Il m'a regardé un moment, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose, puis m'a répondu, d'un ton parfaitement neutre, qu'il ne se souvenait pas de ses heures de travail. Je fais ce qu'il faut pour être productif.
Ces mots m'ont frappé, car il les a prononcés sans aucune inflexion, sans la moindre trace d'agacement ou de fatigue. Intrigué, j'ai décidé de rester plus tard pour voir ce qui se passait après la journée de travail. À partir de 19h, les bureaux se vidaient, mais j'ai remarqué que certains collègues restaient encore, presque figés à leur poste. Leurs yeux fixaient leurs écrans, leurs mains posées sur leur clavier. Aucun clic, aucun mouvement. Simplement là, présents mais absents, comme s'ils attendaient quelque chose. En fouillant davantage, j'ai découvert que la plupart des employés ne se souvenaient pas de leur journée en détail. Leurs réponses étaient vagues, impersonnelles. Leurs souvenirs semblaient se limiter aux résultats de leurs tâches, mais rien d'autre. J'ai essayé de parler à un manager à ce sujet, mais il m'a rétorqué que l'efficacité était le maître mot ici et que je ne devais pas me laisser distraire par des considérations non pertinentes. C'est alors que j'ai commencé à entendre parler, discrètement, d'un programme interne appelé réinitialisation. Personne ne voulait en discuter ouvertement. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est que cela se faisait la nuit, une fois que tout le monde avait quitté les bureaux. Seuls quelques employés de confiance restaient pour s'en occuper. La curiosité m'a poussé à en savoir plus. Une nuit, j'ai décidé de rester caché dans les toilettes, attendant que tout le monde parte. À minuit passé, les lumières se sont éteintes, ne laissant que la lueur diffuse des écrans de veille. J'ai entendu des bruits de pas, des murmures étouffés. J'ai risqué un coup d'œil dans l'open space. Plusieurs employés que je croyais partis étaient là, assis à leur bureau, mais quelque chose avait changé. Leurs visages étaient livides, leurs mouvements lents, mécaniques. Un groupe de techniciens circulait entre les postes, connectant des câbles aux ordinateurs et installant des casques étranges sur les têtes des employés. Ils procédaient comme dans un rituel méticuleux. Dès qu'un casque était installé, les yeux des employés se fermaient, et leur corps semblait se relâcher. Sur les écrans, des séquences de données défilaient, des graphiques bizarres, comme des enregistrements d'activités cérébrales. Je n'y comprenais rien. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que je reconnaissais certains de ces employés, ils avaient les mêmes expressions figées que ceux qui m'avaient ignoré durant la journée. Je suis resté caché, les observant calibrer chaque casque, ajuster les machines. À un moment, l'un des techniciens a murmuré à son collègue que la réinitialisation complète devait être achevée avant l'aube. Leur voix était détachée, comme s'ils effectuaient une tâche routinière, sans la moindre considération pour ceux qu'ils traitaient. J'ai compris alors. Ils ne se contentaient pas de contrôler les performances des employés. Ils les réinitialisaient, les reprogrammant chaque nuit pour effacer tout stress, toute émotion négative, tout souvenir d'une journée épuisante. Le choc m'a paralysé. Je suis resté terré là jusqu'à ce qu'il termine, une angoisse sourde me vrillant l'esprit. Une fois les casques retirés, les employés ont été reconduits à leur poste. Ils se sont redressés, ont ouvert les yeux, et se sont mis à tapoter distraitement sur leur clavier. Les techniciens ont rangé leur matériel et se sont éclipsés, sans un mot. Quand la lumière du matin a commencé à filtrer dans la salle, les employés ont commencé à bouger de nouveau, comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil. Leur visage, cette fois, était souriant, détendu. Aucune trace de ce qui venait de se passer. Je suis sorti en trombe, sans un regard en arrière. Depuis, je fais semblant. Je m'efforce de paraître aussi productif qu'eux, aussi motivé, mais je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit mon tour. J'ai trouvé dans mon casier une fiche d'évaluation étrange. Elle indiquait des commentaires sur ma compatibilité émotionnelle et ma stabilité cognitive. Le dernier point disait « nécessite ajustement ». Prévoir première réinitialisation. Depuis, j'ai changé mes horaires pour éviter les nuits tardives. Mais je sens que je suis déjà sous surveillance. Parfois, je perds la notion du temps au bureau. Des heures entières semblent s'effacer de ma mémoire. Des visages que je reconnais à peine me sourient d'un air étrange, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignore. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir avant qu'ils décident de m'effacer complètement. Parce que ce n'est pas juste mon rendement qu'ils cherchent à améliorer. Ils veulent me remodeler, me vider de tout ce qui fait de moi un individu unique. Et quand ce sera fait, je serai juste un autre rouage dans leur machine parfaite, sans mémoire, sans résistance, et sans âme. Je ne sais pas si je peux partir. Peut-être que je ne le veux plus vraiment. Je ne sais même plus ce que je veux.
Parce qu'une petite voix au fond de moi me dit, chaque jour un peu plus fort, qu'il serait tellement plus simple d'accepter la réinitialisation. Nous avions emménagé dans ce lotissement flambant neuf il y a quelques semaines à peine. Tout semblait parfait. Les pelouses impeccablement entretenues, les haies taillées avec une symétrie presque surnaturelle, les façades des maisons arborant les mêmes nuances harmonieuses. Chaque jour, les voisins sortaient de leur maison à la même heure, partaient travailler à la minute près et revenaient en fin d'après-midi, souriants et courtois, toujours avec les mêmes gestes, les mêmes salutations. Rapidement, je me suis mis à remarquer des détails troublants. Les voitures étaient toujours garées exactement de la même manière, les tondeuses démarraient simultanément chaque samedi matin, et les enfants jouaient dehors en suivant presque les mêmes trajectoires. Ce n'était plus de l'ordre ou de la propreté, c'était une sorte de chorégraphie quotidienne. En discutant avec ma compagne, nous nous sommes fait la réflexion que cela ressemblait à une étrange mise en scène. Un soir, en rentrant plus tard que d'habitude, j'ai observé par la fenêtre la rue silencieuse. Les lumières des maisons s'allumaient toutes en même temps, comme actionnées par un interrupteur central. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai alors décidé de faire un test. Le lendemain matin, je suis sorti plus tôt, espérant surprendre les voisins avant qu'ils ne commencent leur rituel quotidien. Mais en ouvrant ma porte, ils étaient déjà là, tous alignés le long de leurs allées, me fixant du coin de l'œil tout en feignant de ne pas me remarquer. Les jours suivants, j'ai commencé à surveiller leur routine de plus près. J'ai noté les heures, les gestes, les activités, et c'est alors que la vérité m'a frappé. Tout était programmé, calculé. Aucun changement, aucune déviation. Même les conversations semblaient identiques, répétées à l'infini. Leur sourire figé, leurs mouvements parfaitement synchronisés, c'était comme s'ils obéissaient à un ordre invisible, comme s'ils étaient conditionnés. Un jour, en prenant le courrier, j'ai croisé un voisin et me suis permis une question anodine sur la météo. Il a répondu par une phrase prévisible, un écho des mots que j'avais déjà entendus des dizaines de fois. Mais ses yeux étaient vides. Absents. À ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était pas une communauté. C'était une illusion de perfection. Tout le monde, moi y compris, semblait coincé dans une boucle oppressante de normalité. La nuit suivante, j'ai regardé par la fenêtre plus longtemps que d'habitude. À minuit, une série de camions discrets est apparue, stationnant au bout de la rue. Les lumières des maisons se sont éteintes à l'unisson, et des silhouettes masquées ont commencé à se déplacer de porte en porte. Elles entraient dans chaque maison. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient, mais tout mon corps m'ordonnait de ne pas bouger. D'observer en silence. Le matin, quand j'ai osé sortir, le quartier était redevenu le même. Les sourires, les saluts. Tout était identique. Sauf qu'un des voisins portait une montre à son poignet droit, alors qu'elle était toujours à gauche. J'ai compris que ce n'était plus lui. Que ce n'était plus qu'une copie parfaite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.